Donc, c'est un cours un peu long, donc c'est pour ça que je vais parler brièvement sur l'allo-immunisation, donc mécanisme physiopathologique de l'allo-immunisation, donc diagnostic d'allo-immunisation. Je passe beaucoup plus sur les tests donc immunohématologiques utilisés pour le diagnostic d'une allo-immunisation. Donc, comment on peut définir une allo-immunisation? Donc, l'allo-immunisation est définie comme le développement d'une immunisation de l'organisme, c'est-à-dire l'organisme développe une immunisation vis-à-vis d'un anticorps, d'un allo-antigène. Allo-antigène, c'est-à-dire un antigène apporté de la même espèce, c'est-à-dire, en exemple du groupe sanguin érythrocytaire, il y a ce qu'on appelle le polymorphisme génétique, c'est-à-dire pour la même espèce, il y a différence des antigènes. Donc, c'est l'exemple, notre exemple, c'est l'exemple du groupe sanguin érythrocytaire. L'exemple du polymorphisme, par exemple, le polymorphisme rhésus, le sujet rhésus positif, rhésus négatif, le sujet quel positif, le sujet quel négatif. C'est-à-dire, lorsqu'on transfuse un antigène, lorsqu'on apporte par transfusion ou par grossesse un antigène donc étranger de l'organisme qui appartient à la même espèce, il y a le risque du développement d'une allo-immunisation. L'allo-immunisation, c'est une réaction immunitaire développée par l'organisme vis-à-vis d'un allo-antigène, c'est-à-dire antigène de la même espèce absent chez l'organisme hôte. Donc, l'immunisation est une situation dans laquelle le corps humain ou l'organisme développe une immunité contre un allo-antigène d'un individu de la même espèce reconnu comme étrangère, c'est-à-dire un antigène absent, présent dans la même espèce et absent chez l'organisme hôte. Donc, généralement, l'immunisation, due soit par l'apport d'un antigène, soit par transfusion, soit par grossesse incompatible. Donc, c'est l'exemple d'une allo-immunisation phytomaternelle anti-rhésus ou la transfusion incompatible dans le système rhésus, c'est-à-dire on donne du sang rhésus positif chez un sujet rhésus négatif. Dans ce cas-là, il y a le risque de développer un allo-anticorps donc érythrocytaire destiné ou dirigé contre l'antigène D. Donc, comme le système, donc, comme les éléments figurés du sang, donc il y a trois classes des éléments figurés du sang. On a donc les érythrocytes, on a les globules blancs et on a les plaquettes. Donc, selon la cellule qui porte l'antigène, donc on peut distinguer trois situations dans l'immunisation post-transfusionnelle. Donc, une allo-immunisation anti-érythrocytaire, anti-leucocytaire et antiplaquettaire. Et chaque situation d'allo-immunisation possède donc concernant donc je ne suis pas le diapo puisque c'est un cours un peu long, donc je parle donc brièvement donc sur donc le mécanisme d'allo-immunisation et sur les différents cibles d'allo-anticorps et les conséquences de chaque cible, c'est-à-dire s'il s'agit d'un allo-anticorps anti-érythrocytaire, on va citer les conséquences cliniques. S'il s'agit d'un allo-anticorps antiplaquettaire, aussi les conséquences cliniques, les différentes situations d'allo-immunisation post-transfusionnelle possibles. Donc, je ne vais pas suivre les diapos. Donc, comme on a dit, qu'il y a donc, selon la cible, selon la cellule qui porte l'antigène, on peut distinguer trois classes d'allo-immunisation post-transfusionnelle. Donc, allo-immunisation post-transfusionnelle, c'est-à-dire une allo-immunisation qui se développe suite à une transfusion incompatible, soit lors de transfusion du globule rouge, transfusion du plaquette. Donc, généralement, donc les concentrés du globule rouge et les concentrés plaquettaires donc comportent généralement des globules blancs sur lesquels se trouvent donc les antigènes leucocytaires. Donc, donc selon la cible de l'antigène, donc c'est-à-dire l'antigène, la cible, antigène cible, selon la cellule qui porte l'antigène cible, on a trois situations. Donc, une allo-immunisation post-transfusionnelle anti-érythrocytaire, antiplaquettaire et anti-leucocytaire.
Donc, comme on a dit que l'immunisation se développe suite, donc, se développer suite à une transfusion incompatible, que ce soit dans les systèmes érythrocytaires, système plaquettaire ou les systèmes, donc, le système leucocytaire. Donc, concernant les facteurs, donc, la physiopathologie, les aspects cliniques, donc les facteurs de risque, généralement, il y a des facteurs, on peut distinguer donc deux types de facteurs de risque dans l'immunisation anti-érythrocytaire. On a les facteurs de risque génétiques et on a les facteurs de risque non génétiques. Généralement, les facteurs de risque génétiques, c'est dû au polymorphisme des différents systèmes érythrocytaires et leucoplaquettaires. Donc, exemple, c'est le polymorphisme. Donc, généralement, le développement d'une réaction immunitaire en relation avec l'HLA, les différentes classes, donc HLA classe 1 et HLA classe 2. Donc, lorsqu'il s'agit d'une incompatibilité antigénique, donc le mécanisme immunitaire se développe donc en relation avec donc, le système HLA, soit le système HLA classe 1, soit HLA classe 2. Donc, on cite donc, le facteur de risque, on cite l'HLA comme facteur de risque dans l'immunisation. Généralement, la reconnaissance d'antigènes, la reconnaissance des antigènes de soi se passe par donc, des récepteurs des molécules d'HLA classe 1 classe 2, c'est-à-dire les molécules d'HLA complexement de compatibilité, donc jouent un rôle dans la réponse immunitaire, d'accord, c'est-à-dire polymorphisme HLA entre les différents individus participe donc au développement de réactions immunitaires. Donc, c'est-à-dire pour qu'il y ait une réaction immunitaire donc, contre l'antigène érythrocytaire étranger porté par donc, les globules rouges ou par donc, les plaquettes, il faut qu'il y ait une intervention donc, des molécules du système HLA qui permet de distinguer entre les antigènes de soi et les antigènes donc, portés donc, par transfusion. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le polymorphisme HLA, c'est un facteur très important dans la réaction immunitaire. Lorsqu'on porte, c'est-à-dire on fait la transfusion donc avec des antigènes accompagnés par des molécules HLA, c'est l'exemple donc exemple des leucocytes, il y a donc un grand risque de développement d'une réaction immunitaire. Donc ça concernant donc les facteurs de risque génétiques. Donc maintenant les facteurs de risque donc non génétique, donc c'est principalement c'est la fréquence de transfusion. D'abord c'est la composition biochimique de la molécule de l'antigène, donc les molécules de nature protéique sont capables de développer une réaction immunitaire plus que donc c'est-à-dire il y a les antigènes complets, les antigènes incomplets. Donc les antigènes complets sont capables de développer une réaction donc immunitaire plus rapidement que donc les facteurs de risque, les antigènes incomplets. Donc il y a aussi la fréquence de transfusion, donc la fréquence donc de l'exposition à l'antigène étranger. Donc dans notre situation, c'est la fréquence de transfusion, c'est-à-dire le risque de développement d'une immunisation chez un polytransfusé, elle est plus que le sujet qui transfuse occasionnellement. Donc on a aussi les facteurs liés à l'état pathologique du patient, donc les sujets donc immunodéprimés donc, ou qui possèdent donc, des maladies donc, auto-immunes donc, en relation avec certaines pneumopathies malignes telles que l'LLC. Donc, c'est-à-dire possèdent moins de risques pour le développement d'une allo-immunisation. C'est-à-dire sujet immunodéprimé diminution de risque d'allo-immunisation vu la situation clinique, c'est-à-dire l'incompétence du système immunitaire, c'est-à-dire un système immunitaire incapable de développer une réaction immunitaire. Donc, ce qui diminue le risque d'une allo-immunisation, que ce soit post-transfusionnelle ou fœtomaternelle. Donc, pour le mécanisme d'allo-immunisation, donc généralement, le modèle ou l'exemple d'allo-immunisation post-transfusionnelle, donc suit l'exemple du mécanisme immunitaire, généralement dans l'allo-immunisation post-transfusionnelle dans les trois systèmes, dans les trois lignes cellulaires. Donc, suit le système développe une allo-immunisation hémorale, c'est-à-dire le développement d'une immunité à médiation hémorale, c'est-à-dire à la suite de l'exposition d'un antigène, donc d'un antigène
il y a développement des allo-anticorps dans une première réaction, une réaction immunitaire primaire. Donc, s'il y a une seconde exposition, bon, concernant les abréviations, donc l'LLC, donc c'est le leucémie lymphoïde chronique. Donc, on vous avez vu dans le cours de l'LLC. Donc, l'LLC, c'est une maladie. Généralement, dans l'LLC, il y a le développement des auto-anticorps. C'est un désordre immunitaire qui suit l'LLC. Donc, on revient à notre mécanisme. Donc, l'immunisation post-transfusionnelle se manifeste par une immunité à médiation hémorale. Donc, on a deux types d'immunité. Donc, immunité primaire, immunité secondaire. Donc, immunité primaire, donc elle est lente et donc est moins efficace. Lors de deuxième exposition à l'antigène étrangère, il y a donc développement d'une immunité hémorale, donc immunité à médiation hémorale. Elle est plus puissante, rapide et plus puissante. Donc, généralement, l'allo-immunisation post-transfusionnelle se manifeste par une réponse immunitaire à médiation hémorale. Donc, maintenant, les conséquences cliniques. Concernant les conséquences cliniques, donc les conséquences cliniques ou les manifestations cliniques de l'allo-immunisation post-transfusionnelle dépendent donc des cellules qui portent l'antigène. Donc, généralement, on constate une réaction immunologique hémolytique lorsqu'il s'agit d'un antigène porté par les érythrocytes. Donc, immunité hémolyse post-transfusionnelle lorsqu'il s'agit d'une transfusion incompatible dans le groupe sanguin érythrocytaire. Donc, il y a l'opsonisation par la fixation des anticorps et des antigènes étrangers. Et après, il y a donc phagocytose, il y a donc soit choc hémolytique de globules rouges, soit phagocytose. Donc, on a deux types d'hémolyse, l'hémolyse intratissulaire, qui représente donc la majeure partie d'hémolyse dans l'organisme, et on a l'hémolyse intravasculaire. Donc, comme vous avez vu dans le cours de l'hémolyse, donc il y a donc différence entre l'hémolyse physiologique, donc l'hémolyse pathologique ou l'hyperhémolyse, ou les réactions d'hyperhémolyse, où il y a donc la cible, c'est le globule rouge, donc jeune, et donc généralement c'est le globule rouge transfusé. Et on a vu les conséquences de l'hémolyse, donc augmentation de la bilirubine et ainsi de suite. Donc, les signes et symptômes cliniques, généralement, une réaction post-hémolytique se manifeste par fièvre, sueur, frisson, donc sensation de chaleur et ainsi de suite. Donc, on va détailler ça dans les effets indésirables de la transfusion sanguine en cas d'une transfusion incompatible dans le système érythrocytaire, dans les antigènes du système érythrocytaire. Donc, si on a une incompatibilité donc, dans les antigènes donc plaquettaires, donc, il y a destruction du plaquette par le même mécanisme, donc fixation des anticorps sur des antigènes plaquettaires. Donc, pour les antigènes plaquettaires, on peut distinguer deux types d'antigènes plaquettaires, des antigènes plaquettaires spécifiques et non spécifiques. Donc, les antigènes non spécifiques, c'est l'exemple d'Achala, les antigènes de groupe sanguin érythrocytaire, donc tel que le système ABU. C'est-à-dire, on peut trouver les antigènes de groupe A, antigènes A et B. Donc, on peut trouver donc des antigènes ubiquitaires tels que les antigènes du système ABU. Donc, à la surface plaquettaire, il y en a des antigènes spécifiques plaquettaires, c'est les HPA, les systèmes donc, spécifiques des plaquettes. Pour les antigènes plaquettaires, donc généralement, pour l'immunisation antiplaquettaire, concerne les antigènes spécifiques des plaquettes, l'HPA, donc platelet antigène human. Donc, ce sont des antigènes spécifiques des plaquettes. Donc, où il y a, lorsqu'il s'agit d'une immunisation antigène plaquettaire spécifique, elle se manifeste par une thrombopénie sévère. Donc, c'est l'exemple donc, de PTE, donc perpéra thrombopénique, donc d'origine immunitaire. Et on a aussi
Donc, généralement, notre cours, c'est l'immunisation. On parle d'une thrombopénie post-transfusionnelle, c'est-à-dire qu'il y a une efficacité transfusionnelle avec donc le risque d'aggraver donc la situation de thrombopénie, c'est-à-dire à la suite transfusion plaquettaire incompatible, il y a d'abord la destruction du plaquettes portée par donc apportée par transfusion. En plus, il y a donc le risque d'aggraver donc d'aggraver la thrombopénie, c'est-à-dire euh, les anticorps, là le anticorps entraîne donc une destruction des plaquettes du patient. Donc, on a les allo-antigènes dits spécifiques plaquettaires, donc c'est le système HPA. Donc, mécanisme de sélection plaquettaire, donc c'est l'opsonalisation et la phagocytose. C'est le même exemple que donc, la destruction érythrocytaire. Donc, conséquence, donc une thrombopénie, une efficacité transfusionnelle, en plus le risque d'aggraver la thrombopénie. Donc, allo-immunisation post-transfusionnelle anti-leucocytaire, donc généralement, donc, parmi donc, les cellules sanguines, donc les leucocytes, c'est le porteur principal donc, du système HLA. Généralement, en cas de transfusion incompatible dans le système leucocytaire, donc il est le cas toujours, puisque généralement, les sujets, le receveur et le donneur sont généralement incompatibles dans le système HLA. Il y a donc le risque de développer une immunisation anti-HLA, donc que ce soit donc, HLA classe 1 ou classe 2, donc avec destruction leucocytaire. Donc, généralement, la transfusion, les leucocytes qu'on produit donc, transfusionnel, il n'existe plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de concentré leucocytaire, c'est-à-dire en transfusion, on n'utilise plus maintenant donc, les concentrés leucocytaires, puisque généralement, la transfusion de leucocytes est indiquée en cas d'une neutropénie sévère inférieure à 500. Donc, généralement, la transfusion leucocytaire est indiquée en cas d'une neutropénie sévère inférieure à 500 donc, éléments par millimètre cube. Donc maintenant, la transfusion de leucocytes est remplacée par donc un antibiothérapie donc pour éviter le risque infectieux. Donc le risque d'allo-immunisation anti-HLA persiste donc en cas de transfusion donc, du leucocyte avec donc, les concentrés érythrocytaires et les concentrés donc plaquettaire. Donc, pour éviter ce risque, donc, il y a donc, une manipulation du produit sanguin labile. Donc, il y a donc une qualification du PSL qui consiste à une déleucocytation, ce qui permet donc d'éliminer les leucocytes, donc éviter le risque d'une allo-immunisation anti-érythrocytaire, plutôt anti-leucocytaire. Donc, ça, c'était brièvement donc, l'allo-immunisation, donc les différents antigènes donc, sanguines, donc les antigènes érythrocytaires, les antigènes plaquettaires. Donc, les antigènes plaquettaires, on a deux types. Donc, antigènes spécifiques du plaquette, c'est le système HPA, et on a les antigènes non spécifiques, les antigènes leucocytaires. Donc, on a dit que principalement sont l'HLA, le mécanisme, le complexe majeur d'histocompatibilité. Donc maintenant, comment on fait le dépistage d'une allo-immunisation? Donc on va accéder aujourd'hui, c'est l'allo-immunisation post-transfusionnelle, c'est-à-dire transfusion incompatible entre le donneur et le receveur. Donc exemple, incompatibilité dans le système Rhesus, donc receveur, donneur positif, receveur négatif, ou dans le système donneur quel positif, donneur quel négatif. Donc le diagnostic, le dépistage et le diagnostic d'allo-immunisation passe donc par plusieurs examens biologiques. Donc, le dépistage dans l'immunisation passe par plusieurs examens donc, biologiques. Donc, d'abord, on fait le diagnostic d'une allo-immunisation post-transfusionnelle anti-érythrocytaire. Donc, d'abord,
Donc, il y a l'orientation clinique. Généralement, l'allo-immunisation anti-érythrocytaire se manifeste par donc, hémolyse post-transfusionnelle avec donc, les différents indicateurs biologiques, donc ictère, donc, ictère aussi bictère cutané. Donc, sur le plan biologique, donc augmentation, donc il y a les bilan biochimique d'hémolyse, donc augmentation de bilirubine, donc diminution de l'aptoglobine. Donc, d'abord, l'existence, donc l'augmentation de l'aptoglobine, donc l'augmentation des bilirubines, donc libre non conjuguées. Donc, sur le plan biologique, donc d'abord, il faut vérifier donc la compatibilité entre le donneur et le receveur concernant donc les groupes sanguins érythrocytaires les plus immunogènes, donc le système ABU, le système RESIS et le système CAL. Donc, un test de combis direct donc réalisé donc chez le receveur, donc qui consiste à la recherche donc, des antigènes, des anticorps fixés à la surface donc des hémacées. Et par la suite, donc la RAI ou la recherche des agglutinines irrégulières, donc qui consiste à la recherche d'un allo-anticorps chez le receveur. Donc le dépistage dans l'immunisation anti-érythrocytaire. D'abord, on a l'orientation clinique. Donc après, donc maintenant, on passe à l'étape donc, de dépistage d'allo-immunisation. Donc le dépistage d'allo-immunisation chez le receveur, généralement, on fait un dépistage d'allo-immunisation chez le receveur. Comment on fait le dépistage? Donc le dépistage passe par une orientation clinique, c'est-à-dire on a fait une transfusion. Il n'y a pas transfusion des globules rouges. Il n'y a pas donc il y a pas d'amélioration de taux d'HB. Généralement, on fait une transfusion CGR lorsqu'il s'agit d'une anémie. D'abord, donc, le dépistage et la recherche d'une immunisation post-transfusionnelle se passe par une orientation clinique. Lorsqu'on dit une orientation clinique, c'est-à-dire les signes d'hémolyse post-transfusionnelle. Donc, le signe d'hémolyse, donc, généralement, l'hémolyse se manifeste par ictère, aussi bictère, c'est-à-dire jaunesse de la peau cutanée. Par un bilan biochimique donc, de l'hémolyse, généralement, c'est l'augmentation de la bilirubine libre, donc l'augmentation de l'LDH et diminution de l'aptoglobine s'il s'agit d'hémolyse intravasculaire. Donc, pour l'examen biologique, donc, pour confirmer l'immunisation, il faut d'abord confirmer donc, la compatibilité donc, dans les groupes sanguins érythrocytaires les plus immunogènes, qui sont le système ABU, donc le système RESIS et le système CAL. Donc, deuxièmement, donc, le test de combis direct, on a dit qu'un allo-anticorps se fixe dans le mécanisme physiopathologique dans l'immunisation, donc un allo-anticorps qui se fixe sur les antigènes cibles. Donc, dans notre situation, les antigènes cibles portés par les érythrocytes. Donc, pour détecter les antigènes fixés sur les érythrocytes, donc, il faut réaliser un test de combis direct. Donc, le test de combis direct permet de détecter donc, les hémacées, les allo-anticorps fixés à la surface des hémacées par l'utilisation d'un antiglobuline polyvalente. Donc voilà, le test de combis direct. Donc on a les hémacées opsonisées. Hémacées opsonisées, c'est-à-dire il y a fixation donc des allo-anticorps à la surface des antigènes cibles. Donc globules resensibilisés donc in vivo par des anticorps. Donc l'utilisation d'antiglobuline polyvalente permet donc de visualiser donc cette fixation. Donc un test de combis direct positif permet de confirmer une allo-immunisation post-transfusionnelle, ce que vous avez compris. Donc généralement, donc c'est pas dans toutes les situations, mais donc à la suite d'une transfusion incompatible, il y a donc le risque d'une allo-immunisation, il y a donc le risque d'hémolyse par opsonisation, c'est-à-dire fixation des allo-anticorps à la surface des hémacées. Donc le test biologique qui permet donc de détecter cette sensibilisation, c'est le test de combis direct. Donc l'intérêt du test de combis direct, c'est de détecter
donc les allo-anticorps fixés à la surface des hématies, donc à l'aide d'utilisation d'une antiglobulines polyvalente. Donc, test de Combs direct positif. Donc, maintenant, le dépistage et l'identification d'allo-anticorps. Donc, dépistage et identification d'allo-anticorps se fait par la réalisation, c'est la recherche des agglutinines irrégulières. Donc, on a parlé des RAI dans le cours donc, des autres systèmes de groupe sanguin. Donc, la RAI, la recherche des agglutinines irrégulières, consiste à la recherche des allo-anticorps chez le receveur, donc pour confirmer une allo-immunisation. Donc, la recherche des agglutinines irrégulières, donc réalisée par test indirect en antiglobuline. Donc, la recherche d'anticorps dans le sérum du patient ou du receveur, réalisée donc à l'aide d'un panel de globules rouges O positifs. Donc, la RAI passe par deux étapes. La première étape, c'est l'étape de dépistage. Deuxième étape, c'est l'étape d'identification en cas de dépistage positif. Donc, la recherche des agglutinines irrégulières ou la RAI, donc réalisée à l'aide d'utilisation d'un panel des hémacytestes. Donc, le panel d'hémacytestes pour le dépistage est constitué donc de 3 hématies qui portent donc l'ensemble, la plupart donc des antigènes érythrocytaires les plus immunogènes. Donc, le dépistage donc s'effectue par technique de Combs indirect à l'antiglobuline. Donc, le test de Combs indirect consiste donc passe par une étape de sensibilisation. Donc, le test de Combs indirect. Donc, on a les anticorps libres dans le sérum du patient qui se développaient donc, suite à une allo-immunisation anti-érythrocytaire, c'est-à-dire une première allo-immunisation, une immunisation primaire. Donc, les hémacytestes, les allo-anticorps dans le sérum donc, du patient. Donc, il y a une étape de sensibilisation, c'est-à-dire incubation avec les hémacytestes du panel. Donc, c'est une étape de sensibilisation. Donc, incubation à 37 degrés pendant donc 45 minutes. Donc, après l'incubation, il y a la fixation donc, des anticorps à la surface donc, des hémacées. Donc, la première étape, c'est une étape de sensibilisation avec une incubation à 37 degrés pendant 45 minutes. Deuxième étape, c'est l'étape de révélation. Donc, maintenant, c'est pareil comme dans l'exemple de Combs direct. On fait une révélation par l'utilisation donc d'une antiglobuline polyvalente. Voilà, donc antiglobuline polyvalente qui permet donc la formation en cas de positivité, la formation des agglutinins. Donc on dit que le test a des réactions positives s'il s'agit de la formation d'une agglutinine. Donc le test de Combs indirect donc, passe par deux étapes. La première étape, c'est la sensibilisation des hémacées. Troisième étape, c'est la révélation par l'utilisation d'une antiglobuline polyvalente. Donc, le test de Combs direct permet la recherche donc, des hémacées, des anticorps fixés à la surface des hémacées. Donc, le test de Combs indirect est utilisé pour la réalisation de la RAI, la recherche des agglutinines irrégulières, donc, qui permet de rechercher donc, les anticorps libres dans le sérum de patient. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris la différence entre le test de Combs direct et le test de Combs indirect? Donc, le test de Combs direct permet donc, en cas d'une allo-immunisation, bien sûr secondaire, c'est-à-dire la transfusion. Donc, une transfusion incompatible chez un sujet déjà immunisé, c'est-à-dire qui a déjà développé donc, une immunisation primaire. Donc, voilà, le dépistage ou la recherche d'une immunisation passe par plusieurs examens biologiques. Donc, généralement, on va parler des examens immunohématologiques. D'abord, il faut vérifier la compatibilité antigénique dans le système érythrocytaire entre le donneur et le receveur. Donc, deuxième étape, c'est la recherche d'allo-anticorps. La recherche d'allo-anticorps s'effectue par un test indirect direct à l'antiglobuline.
Le test direct en antiglobuline permet donc de rechercher donc, les anticorps fixés sur les hémacées, transfusés bien sûr. Les hémacées transfusées portent l'antigène cible des allo-anticorps. Dès qu'il y a contact entre antigène et anticorps, il y a l'étape d'opsonisation, et après il y a l'hémolyse par phagocytose. Deuxième étape consiste donc à la recherche d'allo-anticorps libres dans le sérum. Donc la recherche d'allo-anticorps libres dans le sérum s'effectue par ARAE, recherche des agglutinines irrégulières. Donc la recherche des agglutinines irrégulières, donc on utilise le test indirect en antiglobuline qui consiste à l'utilisation, donc on a la première étape, c'est l'étape de dépistage, consiste à l'utilisation, donc un panel de dépistage constitué de 3 hémacitests, donc panel de dépistage constitué de 3 hémacitests. Donc, test de compétence directe passe par 2 étapes. La première étape, c'est l'étape de sensibilisation qui consiste en une incubation de sérum avec les hémacitests qui entraîne donc à 37 degrés pendant 40 minutes, qui entraîne donc la fixation d'allo-anticorps donc au niveau de l'antigène porté par les hémacitests. Donc, deuxième étape, c'est l'étape de révélation par l'utilisation d'antiglobulines polyvalentes. Donc, l'utilisation d'antiglobulines polyvalentes permet donc de regrouper, c'est-à-dire permet de fixer la fraction FC d'immunoglobulines fixées à la surface. Donc, généralement, ce sont des immunoglobulines de classe G, donc fixées à la surface des hématies, ce qui permet la formation des agglutinants, donc visibles à l'œil nu. Donc, la présence des agglutinants est un témoin d'une réaction positive. C'est clair? Donc, voilà donc pour le dépistage d'une allo-immunisation anti-érythrocytaire. Donc, maintenant, pour le dépistage d'une allo-immunisation antiplaquettaire. Donc, généralement, le dépistage d'une allo-immunisation antiplaquettaire se manifeste par une diminution de rendement transfusionnel. Donc, le DU, donc, pour la personne qui pose la question donc, de c'est quoi l'abréviation de DU, donc normalement vous avez vu ça dans le cours donc, de Rhésus. Donc, parmi les variants de Rhésus, on a donc, le D faible et le D partiel. Donc, le D faible, le DU, donc, permet de désigner donc, le D faible. Donc, DU, il y a le D normal, le grand D normal, et on a le DU, le DU normal, une désignation de D faible. Si vous avez compris. D'accord, très bien. Donc, on revient donc à l'immunisation antiplaquettaire. Donc, c'est-à-dire le dépistage d'une immunisation antiplaquettaire. Généralement, donc, à l'immunisation antiplaquettaire post-transfusionnelle se produit, se manifeste à la suite donc, de transfusion de concentrés plaquettaires. Pour les concentrés plaquettaires, l'indication de la transfusion de concentrés plaquettaires, concentrés des plaquettes, dans les situations de thrombopénie. Thrombopénie, c'est-à-dire diminution du nombre de plaquettes. Donc, normalement, l'objectif de transfusion plaquettaire, c'est d'augmenter le nombre de plaquettes. Donc, quand est-ce qu'on pense donc, à l'immunisation antiplaquettaire lorsqu'il s'agit donc d'une diminution de rendement transfusionnel, c'est-à-dire si on a donc un malade donc avec un nombre de plaquettes de 20 gigas par litre, c'est-à-dire 20 000 par millimètre cube, donc 20 gigas par litre. Donc c'est un CJU qui nécessite une transfusion plaquettaire, puisqu'il y a un risque d'hémorragie. Normalement, on fait une transfusion de concentré plaquettaire, soit un concentré plaquettaire standard, soit concentré plaquettaire d'aphérèse, dont l'objectif, c'est l'augmentation du nombre de plaquettes. Donc, on a effectué une transfusion plaquettaire. Lorsqu'on fait un contrôle du nombre plaquettaire, on trouve qu'il y a donc une numération plaquettaire à 19 gigas par litre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une amélioration du nombre de plaquettes malgré la transfusion du concentré plaquettaire. Dans ce cas-là, on peut penser à l'immunisation antiplaquettaire. Généralement, donc le dépistage dans l'immunisation ou
c'est-à-dire l'investigation à la recherche d'un anticorps antiplaquettaire s'effectuer dans le cadre où il y a donc une efficacité transfusionnelle plaquettaire, c'est-à-dire diminution de rendement de transfusion plaquettaire. Et par la suite, on va donc faire la recherche d'un anticorps antiplaquettaire. Donc, il y a plusieurs moyens. Parmi ces moyens, c'est le MAIPA. MAIPA, donc, c'est une technique de capture antigénique à l'aide d'anticorps monoclonaux, donc le MAIPA, qui permet, donc, il y a le test de Combs plaquettaire, donc technique difficile à réaliser, donc on peut pas, c'est-à-dire, on peut pas faire l'interprétation du Combs direct plaquettaire comme le Combs direct érythrocytaire, puisqu'on ne peut pas observer la glutina. C'est-à-dire la technique de référence pour la recherche d'un anticorps antiplaquettaire, c'est la technique de capture antigénique à l'aide d'un anticorps monoclonal. Donc, c'est le même principe de l'ISA. Donc, c'est l'utilisation d'anticorps marqués par donc, des composants fluorochromes. S'il y a fixation, donc on fait la lecture optique. Donc, s'il y a fixation, donc se manifeste par donc émission de certaines colorations donc détectables à certaines longueurs d'onde. Donc, c'est une technique donc réservée donc à des laboratoires spécialisés. Donc, la technique qui permet donc de détecter ou de révéler la présence d'un anticorps, c'est le MAIPA ou la technique de capture antigénique, donc à l'aide d'un anticorps monoclonal. Généralement, c'est le même principe de l'ELISA, c'est-à-dire l'utilisation de composants fluorochromes lors de fixation, donc couplés à des anticorps, des allo-anticorps. Donc, lors de fixation de ces anticorps aux antigènes plaquettaires, donc on utilise un panel des antigènes plaquettaires. Cela se manifeste donc par donc c'est-à-dire lecture donc au spectrophotomètre, on va révéler la présence ou l'absence d'un anticorps. Donc le génotypage plaquettaire du patient, donc le génotypage permet de vérifier donc la compatibilité entre le donneur et le receveur, qui permet donc de détecter les différents polymorphismes plaquettaires entre le donneur et le receveur. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est pareil pour donc, la compatibilité. Donc là, l'immunisation plaquettaire. Donc, c'est aussi l'exemple d'une allo-immunisation anti-leucocytaire. Donc, l'allo-immunisation anti-leucocytaire, c'est généralement donc anti-HLA. Donc, la première étape, donc c'est de vérifier la compatibilité entre le donneur et le receveur par la PCR, polymerase chain reaction. Donc, c'est une technique qui permet donc d'étudier les gènes HLA, donc chez le donneur et le receveur, et vérifier la compatibilité entre les deux concernant les antigènes HLA. Donc, deuxième étape, c'est la recherche d'anticorps anti-HLA. Technique de référence, c'est lymphocytotoxicité dépend du complément. Donc, c'est une technique donc, compliquée aussi, donc réservée aux laboratoires spécialisés. D'accord. Donc, c'est-à-dire, en réalité, donc, ce qui nous intéresse donc, dans l'immunisation post-transfusionnelle, c'est l'immunisation anti-érythrocytaire. Donc, dans certaines situations, c'est l'immunisation antiplaquettaire en cas d'une efficacité transfusionnelle plaquettaire. Donc, la prévention d'une allo-immunisation transfusionnelle, donc on base beaucoup plus, c'est l'immunisation la plus fréquente, c'est l'immunisation anti-érythrocytaire. Donc, les moyens de prévention contre une donc vis-à-vis d'une allo-immunisation transfusionnelle, donc on commence par l'immunisation anti-érythrocytaire, c'est toujours donc de réserver la compatibilité donc entre donneur et receveur, c'est-à-dire on donne toujours donc des concentrés, des globules rouges compatibles au receveur. Donc éviter l'introduction chez le receveur donc des antigènes étrangers, c'est-à-dire toujours de vérifier donc la compatibilité
érythrocytaire antigénique entre le donneur et le receveur. Donc, en cas d'une allo-immunisation, c'est-à-dire déjà un receveur qui a déjà développé une allo-immunisation primaire, c'est-à-dire on a détecté un allo-anticorps, toujours donc de donner des concentrés érythrocytaires ou des globules rouges qui ne portent pas l'antigène qui correspond à l'allo-anticorps détecté et identifié. Donc, la première étape, c'est d'éviter d'abord de développer une allo-immunisation. Il y a un développement dans l'immunisation anti-érythrocytaire, il faut toujours donc, éviter donc, de donner donc, des érythrocytes qui portent l'antigène qui correspond à l'allo-anticorps. Donc c'est pour ça, dans le cours donc, du groupe sanguin érythrocytaire, on a parlé donc, de l'épreuve directe de compatibilité au laboratoire. Donc en cas d'impositivité de RAE, il faut toujours compatibiliser donc, les globules rouges de donneur vis-à-vis du sérum de receveur pour augmenter, donc pour éviter le risque d'hémolyse post-transfusionnelle. Donc, la première et deuxième étape. Donc, les différents examens immunologiques donc, visent principalement donc, à augmenter la sécurité transfusionnelle, donc et augmenter l'efficacité transfusionnelle et éviter l'hémolyse post-transfusionnelle. Donc, la vérification donc, de compatibilité entre donneur et receveur. Donc, chez le donneur, donc, c'est la détection d'hémolysie chez les individus du groupe O, donc, comme on a vu dans le système ABU. Donc, dans le système ABU, il y a donc, des anticorps naturels donc, de type IgM et on a des anticorps donc, humains de type IgG. Donc, les anticorps, les hémolysines donc, représentés par donc, les hémolysines
Donc, donc maintenant, est-ce que vous m'entendez? Donc, est-ce que c'est bon pour le son? D'accord, très bien. Donc, toujours avec donc, donc pour les mesures de sécurité, pour éviter donc l'hémolyse post-transfusionnelle ou une allo-immunisation post-transfusionnelle. Donc, il y a un certain nombre d'examens immunohématologiques à réaliser donc, entre le donneur et le receveur, dont l'objectif, c'est d'augmenter la sécurité transfusionnelle. Donc, principalement érythrocytaire. Donc, la première étape, c'est de vérifier la compatibilité immunohématologique entre donneur et receveur, c'est-à-dire de vérifier la compatibilité dans le groupe sanguin le plus immunogène érythrocytaire. C'est pour ça donc, il faut effectuer chez le donneur donc, la recherche des hémolysines. Les hémolysines, ce sont donc l'anti-A et l'anti-B de type IgG. Donc, la recherche de DU, recherche de D faible chez le donneur pour éviter une allo-immunisation anti-résus D, grand D. Donc, recherche des antigènes les plus immunogènes. Donc, le grand C, le grand E. Donc, chez le sujet, résus négatif. Chez le donneur, donc, résus négatif. Donc, un phénotypage étendu. Donc, phénotypage étendu. Donc, lorsqu'il s'agit d'une allo-immunisation, c'est-à-dire si les CGR sont destinés à des polytransfusions. Donc, le phénotypage étendu. Donc, principalement, donc, les antigènes les plus immunogènes, donc les USCAL, DEFI, KID et MNS. Donc, maintenant, chez les malades, chez le receveur, donc, groupage ABO-résus et phénotype, c'est nécessaire. Donc, on a deux situations où il y a phénotypage obligatoire. Donc, s'il s'agit d'une femme en âge de procréat, ou le phénotypage, c'est-à-dire transfusion avec respect de compatibilité dans le système résuscal. Donc, le phénotype résuscal est obligatoire. Donc, pour les transfuser avec des phénotypes étendus, donc c'est-à-dire phénotype résuscal, DEFI, KID, MNS et Lewis. Donc, deuxième étape de sécurité. Donc, normalement, selon la réglementation, donc, il est exigé donc, une ARAE donc, datée de moins de 62 heures. Donc, c'est-à-dire la réalisation de la recherche d'agglutinine irrégulière donc, chez le receveur donc, avant, donc, avant donc, au maximum donc, 62 heures. C'est-à-dire la validité de l'ARAE, c'est 72 heures à la date de la transfusion pour vérifier la présence ou l'absence d'une allo-immunisation antérieure.